Il y a un mec observe la maison des Flactifs avec des jumelles. Il est comme ça. Comme moi avec mes voisins. Tu fais ça? J'ai pas de jumelles parce que sinon mon mec me tuerait, mais j'aime bien Il regarder faut les... pas faire ça, Sarah, tu sais. Et ils ont qu'à fermer leur Tu es rideau. problématique, tu sais. Et les gendarmes disent, mais tiens, mais c'est bizarre, il y a quand même il y a un mec qui nous regarde avec les jumelles, là. C'est hyper drôle. Et c'est David Otia. Otia, on sait pas dans quel fitness park il est, mais on veut avoir le même entraînement parce que, sans déconner, 5 cadavres et aller les brûler en forêt, il faut avoir un cardio, hein. Donc genre là, en automne, il peut être dehors. Peut-être qu'il peut emménager en bas de chez toi, on sait pas. Ce que la famille Flactis représentait aux yeux de David Otia. Première question qu'on pose aux cartes. Salut à toutes et à toutes, vous écoutez Du temps à tuer, le podcast où on préférait vraiment être dans un chalet savoyard plutôt que de parler de faits divers dans un studio, mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Je suis Sarah, productrice de podcast et romancière, et j'ai toujours cru que la montagne, ça vous gagne, alors que visiblement, la montagne, ça peut aussi vous enterrer. Et moi, c'est Yéna, cartomancienne de profession, experte aussi en voisins pas très nets. Et d'ailleurs, si un de vos voisins fait des bruits bizarres à 2h du matin et que vous me dites « Mais non, ça va, Yéna, c'est rien », moi, je serai celle qui vous dit « Si, en fait, c'est pas rien ». On est potes depuis presque 15 ans et on a déjà été jalouse de nos voisins. D'habitude, on les stalk sur Instagram et sur Le Bon Coin. On évite de les faire disparaître. Ouais, d'ailleurs, cette semaine, on va parler du massacre du Grand Bornand. Xavier Flactif, un promoteur, on va dire ambitieux plutôt que sulfureux, sa compagne et leurs 3 enfants, tous assassinés. Une tuerie qui a été planifiée avec un mobile Un peu naze. très naze et un assassin tellement banal que c'en est glaçant. Installez-vous, planquez les clés du chalet, on a du temps à tuer. Je vais te raconter l'histoire du Grand Bornand, c'est l'histoire la plus banale du monde. C'est une histoire sur les gens ordinaires, les petits voisins, ceux qui viennent boire un coup, ceux qui font un barbecue dans ton jardin et qui, accessoirement, ils fantasment un peu sur ta disparition. On est en avril 2003 au Grand Bornand quand Mario débarque dans le chalet de son beau-père Xavier Flactif et de sa mère Graziella. Il doit retrouver donc sa mère et son beau-père et les 3 enfants du couple Sarah, Laetitia et Grégory. Il rentre dans le chalet et il y a personne. Mais un personne vide de chez vide le chalet. C'est un peu bizarre parce que d'habitude, Graziella, elle a envoyé d'ailleurs cette fois aussi une voiture pour chercher son fils à l'aéroport. Et puis elle l'attend comme d'habitude. Mais là, il n'y a pas un bruit, pas une porte claquée. C'est vide et c'est propre. Je précise que c'est propre. On le redira peut-être après parce que Graziella était une bordélique. Incroyable. Moi, Graziella... il y a 3 gamins à la maison. Oui, non, fais un effort. Ouais. Je me dis à un moment donné, si ça prend moins d'1 minute à ranger, tu le fais maintenant. Ça, c'est ma théorie rangement, c'est mon astuce pour les gens qui nous écoutent. En tout cas, à ce moment-là, il n'y a pas spécialement d'inquiétude parce que peut-être que le couple est parti sans prévenir, c'est un peu bizarre. Mais on sait aussi que Xavier, il était, alors tu l'as dit, promoteur immobilier. Il est un peu sulfureux, il est détesté dans la région. Il a fait 1 tonne de fric, il a 12 chalets, 24 appartements. Le Grand Bornand, il appartient à moitié à Graziella et à Xavier, faut le savoir. Et puis bon, en creusant un peu, on se rend compte qu'il est endetté. Oui, il est pas clean, quoi. Il est pas clean. De là à dire qu'il a enterré sa famille sous la véranda, il n'y a qu'un pas. Mais ne comparons pas tout le monde avec Xavier moi, j'ai comparé Dupont-de-Ligre. direct. Moi, j'ai comparé direct. Sauf que là, on va peut-être le voir. C'est pas vraiment exactement le même cas. Il y a plein de trucs déjà sur la première journée qui collent pas. Donc, comme je t'ai dit, la maison, elle est archi clean. La voiture, elle a disparu. On l'a retrouvée un petit peu plus tard et elle est clean aussi de chez Clean. Là où tu as raison, c'est qu'effectivement, une bagnole avec 3 gamins, c'est difficile de la garder propre. Et à un moment, il y a du sang, un ADN qui remonte. Et c'est pas l'ADN d'un inconnu, on va en parler tout de suite après. C'est celui d'un voisin. Tiens. Et là, on se demande si ton voisin un peu banal, c'est pas toujours celui qui veut ta perte. Est-ce que tu peux me dire pourquoi on a choisi cette histoire, Yéna ? C'est toi qui m'as suggéré cette histoire, que je connaissais de nom, tu vois. Mais moi, en fait, c'était un espèce de... ça va être... Bon, je le dis. Un espèce d'ersatz de Ligonesse. Et tu vois, comme un cousin éloigné. Et... si seulement. Ouais, si seulement. Bah oui, en même temps, toute une famille qui disparaît, la famille qui est plutôt, qui a un bon train de vie, machin. Et plus j'ai creusé cette histoire, et plus moi, ce qui m'a glacé le sang, c'est Mario. Tu l'as cité en intro. Mario, donc le fils de, je l'appelle Ornella, Graziella, Daniela, la pauvre. Graziella. Qui débarque un samedi
alors qu'initialement, il devait arriver la veille, Ouais. donc le moment de la tuerie. Sauf que le beau-père ou Graziella, je sais plus, l'ont dit: «Non, non, 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 tu vas pas sécher l'école, tu vas, venir que le samedi, que le lendemain». Cela T'imagines dit, le elle avait des concours bons de principes d'éducation, on peut pas ouais, lui enlever ça. mais t'imagines le concours de circonstances et ce gamin qui alors, ado, je pense, Mmh. hein, qui débarque, et qui voit ce silence. Il y a des marmites, sur la voilà, Sur la des marmites sur la ouais, plaque des parce qu'il marmites. est arrivé en 1842 Ouais, des pour qu'il marmites. d'accord. Je sais pas comment on dit, je cuisine pas. Des C'est moi, casseroles? Uber, moi, c'est Uber, moi. Uber Eats. Voilà, des casseroles, tout est nickel et moi, c'est ça, en fait, qui m'a interpellée. J'ai dit: «Ah non, mais là, ça c'est un truc de fou, faut creuser». Et toi? Moi, j'aime cette histoire parce que j'ai un très, très long passif d'embrouille avec mes Allez, voisins. oh là là, Non, allez, c'est marrant. on va en parler. Je Oui, tu vas je vider ton je vais sac. vider mon sac, mais je suis en permanence innocente, je le dis Mais oui, bien dès le sûr. départ. J'ai eu un premier voisin qui s'appelait Nick, mon voisin du dessous, il y a une dizaine d'années, qui Nick mais pour Nicolas ou Nick, Nick Nick pour je Nick? lui pour surtout arrête de me parler mec parce que je lui ai pas demandé. Nick me reprochait de faire du bruit, de jeter des objets lourds, sur mon sol ou d'organiser des teufs. Des fois, il m'envoyait des teufs car on est effectivement Tu. dans les années 90. Il m'envoyait des textos en me disant, «Tu fais un bruit de fou», alors Ah, que moi attends, j'ai attends, attends, attends. Ce que j'en conclus, c'est que Nick et toi, vous aviez échangé vos mais numéros quand moi, je même? suis une bonne voisine, donc je lui ai dit: «Écoute, s'il y a moindre bruit que tu veux me mettre en avant, envoie-moi un texto». Ouais. Comme ça, je fais OK. moins de bruit. Mais à chaque fois qu'il m'envoyait des textos, j'étais à New York, à Dublin, pas du Excuse-nous, tout dans mon appart. excuse-nous. Il a fini par bloquer ma serrure de l'extérieur Sympa. et j'ai pu porter plainte contre lui parce que dans mon immeuble, il y avait des caméras de surveillance. Dans plein d'autres épisodes, on va parler des Mmh. CCTV qui sont une passion qu'on a en commun. Oui. Et j'ai apporté les images de la caméra de surveillance à la police et il a été arrêté. Nul besoin de préciser que c'était pas en France parce que la police n'intervient pas aussi vite. Mais Mais attends, j'ai il y avait pas, une émission sur les voisins qui s'embrouillaient, tu sais? avec Julien Courbet. Ah voilà. Alors j'ai pas été jusque-là, mais je te jure que quand tu es tout le temps emmerdé par un de tes voisins tous les jours pendant 4 ans, c'est super long. Tu te dis: «Mais en fait, je vais appeler Julien Courbet, je vais être cette Ouais, meuf-là». Mais bon, tout est bien qui finit bien. Mais en tout cas, cette histoire, moi j'adore les histoires de de voisinage. voisinage, ouais. Parce que c'est la justice ordinaire, c'est aussi le crime ordinaire. C'est vraiment, de là à dire que moi j'ai eu des envies de meurtre sur mes voisins, il y a qu'un pas également, mais j'ai pas été jusqu'au bout. Mais en tout cas, c'est vraiment la réalité de la vie en communauté. C'est tes voisins qui te cassent la tête, en fait. Mais est-ce que, du coup, puisque là on va parler d'un voisin plus Ouais, que douteux, tu ouais. peux revenir dans ce chalet-là, nous raconter un petit peu, Alors, je vais vous raconter la vie au Grand Bornand. oui, C'est donc, comme je l'ai dit, une commune de Haute-Savoie. On a le père, Xavier Flactif, sa compagne Graziella Ortolano, Ornella, Donatella, toutes d'accord. les italiennes. OK. Et c'est un couple, comme on l'a déjà dit, qui connaît une ascension exceptionnelle. Faut bien comprendre que comme ils avaient beaucoup de biens immobiliers, ils ont récolté en fortune personnelle la même chose en 3 ans que tous les autres promoteurs immobiliers du coin en une vie. Donc, jalousie, Est-ce que je peux juste t'interrompre je et t'en dire un truc supplie. direct qui, moi, Ouais, me pop? Est-ce qu'on peut dire que Xavier est métis? on va le dire tout. C'est exactement ce que j'allais dire. Merci. Xavier est métis, Tu vas il me est dire: «Oui, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre?» Parce que nous, on en a rien à foutre, mais On on en vit a pas au rien. Grand Bornand. Voilà. Il est afro-guadeloupéen et Graziella, comme son nom l'indique, est Mmh. italienne. Dans le coin, on les appelait le Black et la Rital. Donc, c'est pas la bonne ambiance du Mmh. métissage, pas la France qui vote à gauche, quoi. Et donc, c'est un problème pour les habitants du Grand Bornand parce que non seulement quelqu'un fait fortune, donc prend notre argent, c'est toute Ouais. la théorie qu'on entend effectivement du grand remplacement, ils prennent notre argent, Oui, c'est oui. le noir, et il se privait pas pour le dire en face de Xavier Flactif, hein, il appelait le black, le grand noir. Ah, même en face de sa Ah tronche? OK. ouais, excellente ambiance. Et effectivement, ils ont un train de vie absolument ostentatoire, des voitures, les voyages, un style tape à l'œil. Ils se cachent pas du tout d'avoir réussi dans la vie et sans aucune surprise, les voisins sont hyper jaloux. Il y a plein de témoignages autour de cette affaire. Parce qu'il y a eu une enquête de voisinage, mais il y a aussi des journalistes qui ont fait des micro-trottoirs où on entend des trucs, «Ah mais ils ont volé notre argent, ils méritaient pas cet argent». Donc tu vois déjà que Et l'ambiance au d'un village, et d'un c'est autre l'angoisse, quoi. côté, tu as des gens qui sont peut-être plus sensés et qui disent que Xavier, c'est un mec hyper généreux. Tu vois? Genre,
mec un peu, je paye mon coup. Ah bah, toujours, ça va, oui. Paye ton Ricard, Xavier, à un moment. Ça, ils omettent bien de le dire, quoi. Ils se concentrent Voilà. sur leur seum, quoi. En fait, ils ont le seum, quoi. Exactement. Ouais. Et donc, au milieu de tout ça, il y a Mario, le fils de Graziella, qui arrive au Grand Bornand le 11 avril 2003 en taxi. Bon, il n'y a pas la famille, on l'a dit. Le mec, il est vraiment seul au monde. C'est Will Smith, dernière scène du Prince de Bel-Air. Mais cette scène. Non, je savais qu'en t'en parlant, ça allait te faire pleurer. Arrête tes larmes aux yeux. Mais cette scène. Et donc, c'est vraiment un moment suspendu. Bon, il se pose des questions. Il est un peu inquiet, mais je dois dire la vérité, pas tant que ça au début. Il se dit, bon, ils sont partis, ils sont pas là, ils ont oublié de me prévenir. C'est bizarre, mais c'est pas suspect. Il fait sa vie dans le coin et le lendemain, il retourne pour aller chercher sa mère. Toujours pas de son, pas d'image. Et c'est là où il commence à avoir quand même des inquiétudes. Une famille entière, et tu l'as dit, c'est là où ça ressemble vachement à Xavier Dupont de Ligonnès. Une famille et 3 enfants ont disparu. Les forces de l'ordre commencent à classer ça en disparition suspecte, quoi. Mais est-ce que tout de suite, tu penses que la piste de la disparition, elle est écartée? Parce qu'il y a la voiture qui va être retrouvée, Alors, le 4x4. La première piste, c'est la fugue de la famille. Parce que ce qu'on n'a pas dit. Comme de Ligonnès. Voilà, sauf que. Alors, ça ressemble aussi. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Xavier Flactif, grand promoteur, il a aussi un peu des dettes dans toute la région. Soit il n'a pas payé ses prestataires, soit il a fait des chantiers sans avoir toutes les autorisations. Ça participe d'abord à la haine qu'on voue au couple dans la région, mais aussi c'est une très bonne raison pour prendre ses bagages et on s'en va. Parce que c'est vraiment une hypothèse que la police a prise en compte. Ils étaient criblés de dettes. Mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est que j'ai lu, je ne sais plus le nom de l'article, qu'il avait jusqu'à 70 comptes, un petit peu de comptes en banque, tu veux dire ? De comptes bancaires, et qu'au final, ça a été un petit peu extrapolé, ce délire de il est un peu sulfureux, tout ça. Oui, il flirtait avec la loi, mais c'était pas non plus. C'est notre cas à tous. Ouais, tu vois, il flirtait. Enfin, sauf que Flactif, il avait quand même le fisc au cul. Oui, mais ce qui n'est pas notre cas à tous. Mais là, j'essaie un peu de. J'ai regardé les extraits de 7 à 8 avec la maman qui parle. Bon, tu me diras, la mère, elle va pas dire oui, mon fils est un grand escroc, un grand bandit. Elle a dit bon, voilà, c'est un petit flirt. Il était borderline avec la. Est-ce peut-être qu'à l'échelle de la région, parce qu'on parle quand même d'un village. Oui. Qu'est-ce qui se passe après ? Une fois que Mario a fait son premier aller-retour, il va voir la police et la police fait une perquisition. Oui, débarque et il commence à regarder déjà un petit peu sur place. Et là, il y a l'élément que je préfère. Est-ce que c'est tout de suite le Blue Star? Allez, vas-y, je sais que tu as envie d'en parler. Donc, alors, on va expliquer ce que c'est le Blue Star aussi. Tu peux expliquer ce que c'est? C'est un kit. Vas-y, explique-moi toi. Je t'explique parce qu'en fait, j'ai une petite anecdote sur le Blue Star, mais tu te moques pas de moi, ok? Je vais faire mon possible. C'est un kit, donc Blue Star Kit Forensic, tu vois? Ok. C'est un kit qui permet. Forensic, c'est la police scientifique. Ouais, mais moi, je suis pas scientifique. Mais je sais que ça permet de révéler les taches de sang, tu vois? Ça fait. Et moi, j'en commande un. Tu sais, quand ma mère, mes frères me disent qu'est-ce que tu veux? Il y en a à Noël, ton anniversaire, ça. Je demande un kit de Blue Star. Mais ça se commande où exactement? Et je ne l'ai toujours pas reçu. Ça fait environ 12 ans que je veux un kit Blue Star pour ensuite aller, tu sais, dans des hôtels un petit peu chelous. Bien sûr. Et faire le kit pour voir si c'est pas passé des trucs, tu vois. Et après, tu dormirais dans l'hôtel? Non, c'est ça ton après, j'enquête. Ah, d'accord. Bon, bref. Donc, Blue Star. Voilà. Et on a les amis qu'on mérite. En mai de la même année, la police donc intervient. Il faut quand même préciser qu'entre la première visite de la police et celle d'après, des objets ont disparu de chez Flactif, genre les ordis. Le lendemain même, il me semble. Voilà. Pas suspect du tout cette affaire. Pas du tout. Les ordis se sont volatilisés et début mai, donc, la police va chez les Flactifs, dans ce chalet, et passe le Blue Star dans tout le chalet. Et là, trace de sang, quoi. Partout, multiples traces d'ADN. Donc, il y a des recherches qui vont être faites par rapport à ça. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a les traces de sang de quasiment toute la famille, quoi, qui appartiennent aux enfants, à la mère et à Xavier Flactif. Donc, tu as capté comme personne les aimait, tout le monde est suspect. Et ce que fait la police, et c'est un peu fou quand on y pense, même à l'échelle d'un village, donc beaucoup moins grand qu'une grande ville comme Paris ou Marseille, c'est qu'entre juin et septembre, ils passent tout le monde à l'ADN, tout le bled. Attends, j'ai une précision à te faire. Vas-y. Qui m'a fait gaulerie. C'est qu'au moment où les forensics, tu vois, ils font leur analyse, il y a un mec
et observe la maison des Flactifs avec des jumelles. Il est comme ça. Comme moi avec mes voisins. Tu fais ça? J'ai pas de jumelles parce que sinon mon mec me tuerait, mais j'aime bien Il regarder. faut pas faire ça, Sarah, tu sais. Et ils ont qu'à fermer leurs Tu es rideaux. problématique, tu sais. Et donc, en fait, les gendarmes disent: mais tiens, mais c'est bizarre, il y a quand même il y a un mec qui nous regarde avec les jumelles, là. C'est hyper drôle. Et c'est David Otia, dont on aura l'occasion de reparler. On va en reparler très vite. Et ils lui disent: mais mec, pourquoi tu nous regardes avec des jumelles, en fait? Et le mec Devant dit, les flics, ça n'a aucun sens. et le mec dit: mais oui, mais moi j'ai entendu parler de... Pourquoi je fais l'accent? À chaque fois, je fais l'accent marseillais. Bon, ok, je peux? Oui, tu peux faire ton accent. Il dit: non, mais attendez, c'est un truc de fou qui se passe. C'est pas du tout à Marseille. Mais non, mais c'est parce que quand je fais quelque chose, quand je répète des dires, il faut que je fasse accent. Ah, vas-y. Il dit: attends, c'est un truc de malade. Attends, un mec qui disparaît avec sa famille. Oh, évidemment, je suis intriguée, je suis curieux. Oh, je suis curieux, je vous regarde avec jumelles. Hein. Et après, il est parti. Il a été boire un Ricard au Vieux-Port. Donc déjà, David, il est direct noté. Direct, les enquêteurs, ils disent: non, mais attends, lui, hein, il fait partie des 150 hommes qui ont donné leur ADN et il aurait mieux fait de pas le faire. Il voulait pas. Si, il a été... Oui, mais attends, il a dit: oh, oh moi, mon ADN, non, mais vous êtes malade. Il a refusé. Il voulait pas le donner. Il a été un des derniers à le donner. Pas suspect, David. Non, entre ça et les jumelles et l'accent marseillais en Haute-Savoie, c'est quand même... Il met pas les chances de son côté. On va rapidement donner un peu d'infos sur David. Il est mécanicien, il vient du Nord, tout comme Xavier et Gabriella, qui viennent les deux du Pas-de-Calais. Donc, ils viennent de la même région, ils ont 30 ans. Lui, il vit en concubinage avec une femme qui s'appelle Alexandra Lefebvre. Et ils ont des enfants. La Savoie, pour lui, c'était sa grande opportunité de vie. Il s'est dit: ok, je vais aller au Grand Bornand et je vais faire fortune. Sauf qu'il faut quand même avoir les moyens de vivre là-bas. Cet endroit, on ne l'a pas précisé, mais c'est très, très important pour cette histoire. C'est que c'est aussi un lieu incontournable des vacanciers, des touristes. Ça veut dire que des gens y vivent toute l'année en basse saison, il ne se passe pas grand-chose. Dès que c'est le début de la haute saison, les touristes se ruent sur les appartements, sur les chalets, et les gens qui vivent dans les chalets sont un peu dégagés par leurs proprios en disant: on va foutre ça sur Airbnb 500 balles la nuit. Ouais, c'est en mode Airbnb. Et vous avez trouvé un moyen de vivre autre part. C'est exactement ce qui se passe entre David Otia et Xavier Flactif. Donc, David est le locataire dans un des chalets de Xavier Flactif, et tous les étés, il lui dit: ça dégage, on va faire de l'argent et puis tu reviendras en septembre. À cause de ça, mais pas que, il nourrit une vraie rancœur très, très personnelle. Eh bah oui. Il l'accuse de l'avoir volé sur d'autres histoires, sur une affaire immobilière. Il le fait dégager, lui et sa compagne et ses enfants, pour mettre en loc plus cher pour les touristes. En gros, Flactif, c'est 100% ce que David Otia veut être dans la vie et qu'il n'arrive pas à être. Et tu sais, ce qui est important de préciser aussi, c'est que malgré ce que Otia est, c'est-à-dire un mec bizarre qui regarde avec des jumelles et qui a un accent marseillais, et qui a un accent marseillais sans l'avoir, c'est un gros bosseur. C'est ce que vraiment tout l'entourage, même les gens qui l'apprécient pas, tu vois, ils disent: non, le mec, il compte pas ses heures. Donc t'imagines le seum qu'il doit avoir de voir un mec. Et il reste finalement mécanicien, et je dis pas ça de manière péjorative, c'est qu'en tout cas, il n'arrive pas à atteindre son rêve. Son rêve. À ce moment de l'affaire, les flics font un truc qui est quand même légitime, c'est qu'ils foutent le suspect à l'accent marseillais sur écoute pour voir un peu. Et là, on le dit rapidement, mais c'est quand même sur le temps long. Une mise sur écoute, c'est assez long. Et puis, il faut écouter toutes les conversations. Et un jour, on entend David Otia parler avec un homme qui s'appelle Stéphane Aremza. Ils sont amis d'enfance, pareil. Il est mécanicien, il vient du Nord-Pas-de-Calais, et lui aussi s'est installé en Haute-Savoie. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'ils n'entendent pas exactement ce qui... Bon, ils entendent exactement ce que les flics voulaient entendre, mais c'est pas très, très joli, en fait. On s'aperçoit que tout ça, c'est un complot fomenté entre Stéphane, David, Alexandra, la compagne de Stéphane. Et ils interceptent aussi, alors je sais plus si c'est message écrit ou conversation, entre Xavier, entre David et sa femme, où elle dit: j'en ai marre de tout ça, faut faire gaffe. Exactement. Ne parle pas à la femme, j'oublie tout le temps leur nom de famille. Non, pas Graziella, Aremza, ouais. Lui parle pas à elle, enfin tu vois. Il y a des tensions entre eux. Autre détail qui, sorti de son contexte, c'est un peu insignifiant, mais qui raconte la rancœur entre voisins. Alexandra Lefebvre, donc la femme de David, faisait parfois le ménage chez les Flactifs et notamment avec les enfants
Alors évidemment, il y a un problème, il y a une jalousie entre classes, mais elle arrêtait pas de dire Graziella, elle est dégueulasse, les enfants sont dégueulasses, ils sont mal élevés, tout ce fric, ils sont pas capables. Donc il y a vraiment ce truc très ancré, On très la voit, mesquin, on très la voit cruel. dans le 7 à 8. On voit qu'elle crache son venin, tu sais, sur la famille Flactif, Ouais, avec tout ouais. leur fric là. Et puis, d'ailleurs, ce qu'elle va dire, ces déclarations-là, ça sera retenu contre elle lors du procès plus tard, quoi. Se serviront de ce passage de 7 à 8 où tu la vois déverser un peu son seum, Ah oui, non, c'est tu vois. vraiment les petites cruautés de Ouais. voisinage, notamment sorties des grandes villes où la proximité est beaucoup plus importante que dans Mm. les grandes villes. C'est vraiment des petites rancœurs, quoi. Moi, c'est tout ce que j'aime. Je trouve ça absolument romanesque. Bah oui. On va effectivement, la première chose donc il est mis en cause par ses écoutes téléphoniques et il est arrêté. Là, il va dire que c'est accidentel. Ouais, dans un premier temps, alors je sais plus si dans un premier temps, à moitié, tu vois, Ouais, ouais. il mini. Oui, parce C'est qu'attends, un nouveau tu mot, vois, je parlais de moitié. Marseille. Oh, il va vraiment. C'est un rajouteur un peu, David. J'ai rien contre les Marseillais, hein, mais c'est un rajouteur. Hein. Et puis il va faire un espèce de backpedal comme ça où il va ensuite changer de version. Parce qu'il va pas dire à un moment donné, oh, il y a 2 mecs qui sont arrivés, oh, ils m'ont forcé, enfin, je les ai vus. Il dit Canon pas, sur la tempe, oui, 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 quoi. oui, oui, voilà. Ensuite, il a été témoin, enfin, ce qu'il explique ensuite, c'est qu'on l'aurait assommé, Conditionnel, oui. hein, et qu'au moment où il s'est réveillé, Mystère de la tout le vie. monde est mort autour de lui. Voilà ce qu'il dit. C'est pas le pitch d'une série Apple TV. Je sais pas, mais c'est David Otia. Donc, ouais. En tout cas, il est arrêté Oui. le 16 septembre 2003 euh, avec sa compagne donc et Stéphane et Isabelle Aremza, les fameux complices. Tout ça, ça a été fomenté donc entre ces deux couples qui étaient très proches, qui, je le rappelle, viennent du même endroit. Donc, il y a vraiment faut comprendre que c'est des amitiés presque ancestrales où les uns vont chez les autres. Mm. Tout le monde allait chez tout le monde, sauf chez les Flactifs, visiblement. On précise que les membres de la famille Flactif ont été tués. D'abord, deux des enfants, Objet pardon. contendant. Qu'est-ce que tu m'as dit? Objet contendant. Objet contendant. Les enfants ont été tués en premier. Un des enfants arrive à s'enfuir. Otia la rattrape. Il le tue avec une bûche. Graziella et Xavier Flactif, ils sont morts Qui arrivent plus tard, se font aussi. tués. Ouais. Et surtout, les corps sont brûlés en forêt. C'est-à-dire que la rancœur. Je t'ai parlé de mes voisins, de Nick notamment. Je sais pas si j'aurais été assez engagée dans une embrouille pour tirer son Ah, faut en corps. vouloir, hein. Puis Ouais. 5 fois. Hein. Oui, voilà. Non. Otia, on ne sait pas dans quel fitness park il est, mais on veut avoir le même entraînement parce que, sans déconner, 5 cadavres et aller les brûler en forêt, il faut avoir un cardio. Hein. Clin d'œil, on se demande si c'est possible que tout seul, tu charges, pardonne-moi, hein, mais c'est la vérité, quoi. Encore, bon, dans Mais un coffre. c'est bien là où les complices interviennent. Je Oui. pense que c'est ta théorie aussi. Elle, c'est le cerveau. À ton Oui. avis, c'est ta théorie, moi aussi. Et David et Stéphane, c'est des petites mains de brûler des corps, quoi. Donc, je C'est sais vraiment pas la tâche la plus naze. si on a été très clair, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ce jour-là, tous les membres de la famille ont été exécutés, en commençant par les enfants, mais ce n'est absolument pas ce que David Otia dira. Hein. Ouais. David Otia, il dira que Ils il étaient là. s'en est pris. Lui, ce qu'il va dire, en fait, c'est non, moi, j'en avais marre qu'il m'arnaque avec ses histoires d'appartements. Je voulais récupérer mon appartement, mon chalet, je sais plus ce que c'est. Donc, j'ai décidé, désolé, d'aller chez lui avec mon flingue Ouais. pour le calmer, tu vois, pour le moins. Hein. Sauf que quand je suis arrivée sur place, ça l'a pas impressionné. S'en est suivi ce qui s'en est suivi. Boum, malencontreusement, une balle s'est glissée dans sa tête. L'accident. Oh là là, il y avait toute sa famille sur place. C'était pas possible. Pas de- Donc, j'ai été obligée de supprimer les témoins. Ça, c'était ça, une de ses premières versions. Ensuite, il va inventer l'histoire des 2 hommes qui ont débarqué, etc. C'est vrai que ce qui est hyper intéressant dans cette affaire, mais aussi remarquable, c'est il change de version Oui, 150 oui. fois. Jusqu'au moment où, de toute façon, il est arrêté, qui passe à un moment aux aveux, que Alexandra Lefebvre s'accompagne, mais comme tu l'as dit, elle s'est pas privée, en plus, très bêtement, de s'afficher dans tous les médias.
parle aussi. Et c'est ainsi qu'ils arrivent tous ensemble, tel un beau groupe de potes, Une bonne brochette. En juin 2006, à leur procès. Tu veux nous parler des verdicts ? On va juste parler rapidement. Donc, on a David Otia, on a Stéphane Aremza, donc, qui est le proche, ainsi que son épouse, Isabelle. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Stéphane, lors du procès, il n'est pas bien. Tu vois, il est vraiment pas bien. Tu m'étonnes. Ils avaient prévu, je ne sais plus si c'est 48 heures avant, 1 ou 2 jours avant, d'aller déjà tuer la famille. Ils avaient des cordelettes, ils étaient équipés, ils étaient prêts à le faire, sauf que Stéphane, arrivé presque sur place, il a dit non, je peux pas, en fait, je peux pas tuer. Ah ouais, mais tu vois Steph, trop tard, en fait. À un moment, il a dit, je peux pas tuer les enfants. Donc en fait, ce qu'il a fait, ce qu'il aurait fait, on ne sait pas, c'est qu'il a dit non, je suis désolé, je peux pas. Et David l'a fait tout seul par la suite. Mais toute cette petite brochette de potes super sympa va bien se décharger sur David. Non, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a eu l'idée. Voilà. Mais ils vont tous être impliqués et les condamnations vont être quand même assez sévères. Voilà, pour la France, effectivement. Oui, donc le Stéphane prend 15 ans. Alexandra Lefebvre, l'épouse, la compagne de Otia, prend 10 ans. Et Isabelle Aremza, qui pour le coup, elle, ils ont été jugés comme étant association de malfaiteurs un peu. Ouais. Même si elle, des 4, on va dire que c'est elle qui potentiellement a le moins contribué, tu vois. Elle était là, bon, moi, je suis au courant, je dis rien, elle a 7 ans. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. On précise aussi que Michael Otia, le frère de David, prend 1 an. Bon, on dirait que la justice s'est dit on fait pour le faire, pour avoir aidé à dissimuler les armes. Et tu l'as pas dit, David Otia, lui, par contre, prend une peine, et à très juste titre, hyper lourde. Il prend ce qu'on appelle en France la réclusion criminelle à perpétuité, avec 22 ans de sûreté. En France, c'est pas comme aux États-Unis. Il n'y a pas de perpétuité, c'est-à-dire jusqu'au bout de la vie. C'est 22 ans de sûreté, et il pourra demander, au bout de ces 22 ans, une remise de peine, une conditionnelle. Donc, ça a eu lieu là en septembre 2025. Et on attend de voir. Il peut demander plusieurs fois. Ça peut lui être refusé à chaque fois. Et il peut demander comme ça en boucle des aménagements de peine. C'est ça, la perpétuité en France. En fait, c'est 22 ans incompressibles. Donc, genre là, en automne, il peut être dehors. Et peut-être qu'il peut emménager en bas de chez toi. On ne sait pas. On ne sait pas. On sait pas. On va faire ce qu'on aime le plus dans ce podcast, c'est-à-dire essayer de trouver des causes et des conséquences grâce aux cartes. Yéna, je te laisse faire. Alors, c'est un gros dossier, cette affaire, parce que on a effectivement... En fait, moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est que David Otia, même pendant la reconstitution des faits, il était encore tellement dans le déni qu'il a dit non, mais c'est les deux hommes. Ils appellent les personnes. C'est pas moi, monsieur le commissaire. Oui, mais tu sais ce qu'il dit ? Tu sais ce qu'il a dit à un moment donné ? Il a dit non, c'est les personnes qui faisaient ça et tout ça. Et puis, je peux pas vous dire ce qu'ils ont fait parce que la personne en moi ne peut pas le dire. Est-ce que tu crois qu'il est parce qu'il n'a pas été jugé comme fou. Il n'a pas été... Ouais, non. Mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est ce que la famille Flactif, parce que pour t'en prendre aux enfants, je sais pas si tu t'imagines. Bon, moi, j'ai pas de sensibilité pour les enfants. T'as pas de sensibilité ? Oui, d'accord. Ok, Sarah. Enfin, faut pas les tuer, je veux dire, ne faites pas ça chez vous. Voilà. Mais Sarah, il y avait des molaires, des dents de lait dans la table où les petits étaient en train de goûter. Non ? Ils sont peut-être trébuchés. Je sais pas. D'accord. Non, mais 3 enfants à table. Non, mais évidemment que je suis triste, mais je suis pas plus triste pour les enfants que pour les adultes. Je te dis pas que quand même, le mec, il est fort. Enfin, c'est une scène de Matrix un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas sûre d'avoir toutes les rêves de Matrix. Non, d'accord. On va faire un petit disclaimer avant le tirage des cartes. Oui, petit disclaimer, ça, évidemment, un tirage de cartes ne se substitue en aucun cas à une enquête, ça se saurait. Et puis, ça reste de l'entertainment, bien évidemment. Mais ce que je voulais dire donc, c'est que pour t'en prendre à une famille comme ça, jusqu'aux enfants avec une telle violence, c'est pas que Xavier Flactif qui te met la haine, en fait. Ouais. C'est l'image de la famille. Bien sûr. La grande réussite familiale. Voilà. Ce que la famille Flactif représentait aux yeux de David Otia. Première question qu'on pose aux cartes. Frotte-moi comme ça. Ok. Ah, c'est la carte du monde. La carte du monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot qui signifie, c'est bizarre, l'accomplissement, la réussite et en gros une fin en soi. Tu vois, le monde est une fin en soi. Donc quand tu tires la carte du monde, c'est que tu as le monde dans tes mains.
Donc, c'est Ou à tes exactement... pieds. Ou à tes pieds. Ah, oh, oh. Ouais, n'est-ce pas? Ah oui, je sais, je suis Donc, ce que journaliste. cette famille représentait aux yeux, c'est tout ce que je viens d'énumérer. C'est exactement ce que tu as dit. C'est ce qu'il rêvait d'être et qu'il n'arrivait pas à obtenir. Maintenant, le point de rupture. Qu'est-ce qui a rendu le passage à l'acte possible? Est-ce qu'il a été influencé, Alexandra Lefebvre, Par quelqu'un ou par quelque chose. quelqu'un ou quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Et après, on fera la T'es pas en dynamique. train d'influencer les cartes en disant ça? Tiens, Ah, tiens, je ne sais le pas 2 lire de les cartes. coupe qui représente le couple, l'autre. Donc moi, je persiste et je signe et ça n'engage que moi ce que je dis. Et attention, c'est pas un innocent, David Non, mais Otia, hein. elle, c'est le mastermind. Ouais, je pense vraiment que si elle n'avait pas été là, potentiellement que Otia, conditionnel, hein, ne serait pas passé à l'acte. C'est-à-dire qu'il a eu cette petite, tu vois, qui... Alors oui, il faisait une fixation sur cette famille-là. Oui, mais entre faire une fixette et passer à l'acte, il y a quand même un monde. Oui. Et peut-être, tu vois, là, c'est l'autre personne du couple. Hein, le 2 de couple, ça représente ça. Pour moi, c'est une dynamique de couple ici. Ok. Et la troisième Je voulais mettre le question. rôle exact des proches, donc de ce quatuor Oui, infernal. infernal. Ça sera le nom de ton prochain album. Ouais. Comment ils se sont engrainés les uns des autres. Cavalier d'épée. C'est ma carte préférée du tarot, on s'en fout. Non, Yéna. pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est une carte de... dans ce contexte-là, c'est pas ouf. C'est la carte de l'impulsivité. En fait, le cavalier d'épée, tu vois, c'est bon. Quand les câbles se touchent, là, ou se touchent plus, je sais plus, il y va. C'est le plus gros fonceur du tarot. Et c'est celui qui se pose pas plus de questions que ça. Donc, peut-être qu'il a été engrainé. Tu vois, genre... personne l'a retenu ou lui a dit « Non, David, c'est une très mauvaise idée. » Ce qui, vraiment, sur 4 personnes, il y en a bien un qui aurait pu dire ça, quoi. Non, c'est comme s'il l'avait poussé au crime, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis d'accord pour dire qu'Alexandra, c'est la mastermind. Je vais dire quelque chose qui n'est pas très féministe, mais pourtant, on le sait, il y a les femmes, les femmes qui ont une grande, et les hommes aussi du reste, hein, qui ont des grandes attentes pour leur vie et qui se retrouvent dans une vie plutôt minuscule. Elle avait des enfants, on l'a dit. Ça crée de la frustration, mais de la jalousie. Et le fait qu'elle aille faire le ménage chez les gens qu'elle admirait, ou en tout cas dont elle admirait la réussite, ça devait effectivement être un catalyseur. On n'excuse rien évidemment, mais ça devait être un catalyseur de frustration. Moi, je trouve pas ça fou de penser que c'est elle qui l'a engrainé. Peut-être qu'elle lui a fait du chantage, peut-être qu'elle lui a dit « Tu ne m'as pas offert la vie que tu m'avais promis ». Il y a plein de bonnes et mauvaises raisons, surtout des mauvaises. Surtout des mauvaises, oui. Moi, en tout cas, c'est comme ça que... Je vais pas dire que je suis d'accord avec les cartes, mais en tout cas, je suis... Pourquoi tu peux pas dire que tu es d'accord avec les cartes? Parce que sinon, il y aurait pas de discussion. Ouais, d'accord, ok. mais effectivement, après, sur les 4 branques, il y en a pas un qui a dit peut-être c'est une mauvaise idée de tuer 5 personnes. Il y a que Stéphane qui a dit, qui a beaucoup pleuré lors du procès. Il a dit je suis désolé de... Pardon, je rigole, mais c'est pas drôle. Il a dit je suis désolé, j'aurais dû prévenir avant. La police? Oui, j'aurais dû dire que... Voilà. Merci Yéna, merci les cartes, merci le crime. Merci à vous d'avoir écouté Du temps à tuer, le podcast où les querelles finissent souvent au cimetière. Nous, on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, méfiez-vous des chalets un peu trop calmes, des regards des voisins en biais et des mecs qui tournent leur pelouse en ruminant leur seum. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur votre application préférée et nous mettre une excellente note. Nos comptes Instagram sont dans la description du podcast. Du temps à tuer est un podcast original d'Initial Studio, écrit et présenté par Sarah Koskiewicz et Yéna. Direction et production éditoriale Elisa Mignot et Benjamin Septemours. Chargé de production Marie Agassan. Studio et pré-montage Podspace. Montage Camille Legras. Musique originale Arnaud Denzler. Graphisme Oversherin.